des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Les conférences du bien vieillir ont eu l'heureuse idée d'inviter Colette Roumanoff ce mardi 19 novembre. Colette Roumanoff, bonjour. Bonjour. Comment vous présenter ? Sans doute votre nom de famille n'est pas étranger pour beaucoup de nos auditeurs. Mais vous, Colette, donc vous avez eu beaucoup de casquettes, ça va être un peu compliqué de résumer. Experte économique et journaliste, auteur. Il y a très longtemps, voilà. Il y a très longtemps. Très longtemps. Vous avez écrit beaucoup. Oui, j'ai écrit. J'ai aussi, je dirige une compagnie de théâtre depuis plus de 30 ans. Et donc, j'ai écrit déjà avant, en fait. Moi, je suis arrivée au théâtre d'une manière tout à fait curieuse parce que je fais Sciences Po au départ. Donc, c'est pour ça que j'étais, voilà. Et je suis arrivée au théâtre, en fait, en donnant des cours. D'abord, j'ai commencé à donner des cours à des enfants pendant plusieurs années dans des collèges, aux enfants de 6e, 5e, pour lesquels j'ai écrit des pièces. Et en fait, j'ai écrit déjà pour ces enfants, pour le spectacle de fin d'année, j'ai écrit un spectacle sur le thème de Cendrillon. Je ne sais pas par lequel j'ai commencé, peut-être par Peau d'âne, après par Cendrillon, et après j'ai fabriqué un Blanche-Neige en Amérique, qui est une pièce tout à fait rigolote, dont j'ai fait après une comédie musicale. Donc je suis arrivée au théâtre, en fait, d'une manière très curieuse. En fait, j'ai commencé, c'est Anne, ma fille Anne, voulait être star de cinéma. C'était ça son but au départ. Alors, vous avez 3 enfants. Non, 4. Quatre, pardon. Un garçon qui est informaticien en Australie, sur lequel je m'appuie beaucoup parce que j'ai beaucoup d'informatique et c'est toujours très compliqué. Alors, donc, ce que je racontais, c'était qu'Anne voulait être star de cinéma, donc on lui a dit prends des cours de théâtre. Et donc, elle a été prendre des cours de théâtre très tôt. Et des fois, elle me demandait que je lui fasse répéter ces scènes avant de partir. Et moi, je trouvais ça très bizarre. Quand elle répétait la scène avant d'aller à son cours, il y avait toujours quelque chose que je trouvais intéressant. Et quand elle revenait, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est drôlement bizarre. Et en fait, si vous voulez, il y a des gens qui rentrent dans le système scolaire ou dans le système scolaire du cours de théâtre, qui est aussi un système scolaire, et des gens qui ne rentrent pas. Donc, elle rentrait parfaitement dans le système scolaire du lycée. Elle était une élève excellente, sans problème, jamais. Voilà. Par contre, dans le système scolaire, dans les écoles de théâtre, ça passait pas du tout. Son talent correspondait pas à ce que les gens attendaient d'elle. Voilà. Donc, elle en était très malheureuse. Et elle nous en a fait baver, d'ailleurs, sur ce plan-là. Et finalement, elle s'est mise à faire des... Très petite, déjà. Elle avait trouvé Sylvie Joly à la radio et elle refaisait les sketchs de Sylvie Joly. Et quand j'ai vu Sylvie Joly, je trouvais qu'elle était beaucoup plus drôle, Anne, que Sylvie Joly. Donc, on lui disait, t'as un talent pour faire rire. Prends ça, quoi. Elle a fait ça. Et ça a marché tout de suite parce qu'elle était vraiment... La première fois qu'elle est passée à la télé, une fois, un sketch. Les gens la connaissaient dans la rue le lendemain, quoi. C'était ça. Parce qu'elle passe l'écran, parce qu'elle a un talent vraiment comique. Tout ce qu'elle fait, et des fois elle se demande pourquoi, mais elle raconte n'importe quelle histoire, dans sa bouche ça devient drôle. Et effectivement, drôle et joyeux. Elle a un charisme. Drôle et joyeux, voilà. Alors justement, la gaieté, la joie, voilà. Peut-être que c'est de famille. Absolument. Parce que vous portez, dans vos écrits et dans tout ce que vous avez fait, on a l'impression qu'il y a un regard, et c'est peut-être ça, comment j'aurais aimé vous définir. D'abord, c'est par ce trait de votre personnalité. La bonne humeur. Et moi, je trouve que positif. La bonne humeur, mais oui, mais la bonne humeur, elle vient d'un regard positif. Il ne faut pas être de bonne humeur si vous trouvez que tout est sinistre, c'est pas possible. Donc, la bonne humeur, ça vient du fait qu'on trouve que votre vie est sympa et que vous rencontrez des gens sympas et c'est pour ça que vous êtes de bonne humeur. Si vous avez l'impression que vous rencontrez que des imbéciles et que votre vie est sinistre, vous ne pouvez pas être de bonne humeur. Et c'est une petite parenthèse, mais la bonne humeur, c'est communicatif et la mauvaise humeur aussi. Tout se communique, tout. Il faut bien savoir que tout se communique même si on n'est pas au courant. Donc, et ça se communique très loin, c'est ça qu'il faut savoir. Si on fait un sourire à quelqu'un le matin, il aura peut-être envie de sourire à la personne qui va croiser ensuite. Voilà. Mais il faut que ça soit un vrai sourire. Voilà, c'est ça l'histoire. Ce qui n'est pas un vrai sourire ne se communique pas. Ça peut même être perçu comme une agression. Et si vous voulez, c'est des choses que moi je savais bien. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui a Alzheimer, alors là, ça devient d'une évidence criante.
parce que c'est effectivement le cœur de l'intervention que vous avez faite ce mardi grâce aux conférences du bien vieillir. Le titre de la conférence était « Le bonheur plus fort que l'oubli ». Qui est le titre de mon premier ouvrage. Moi, j'appelle en général mes conférences un nouveau regard sur Alzheimer. Mais c'est très bien aussi ça, le bonheur. Parce que justement, là, j'ai eu des grandes dissensions avec l'éditrice qui voulait absolument que j'appelle ça l'amour plus fort que l'oubli. J'ai dit non. L'amour, c'est un mot que je n'emploie pas. Exprès. Parce que c'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Et qui veut rien dire de nos jours, je trouve. C'est un mot qui veut rien dire. Qui n'a plus de nuance, en fait. On like n'importe quoi, on aime n'importe quoi. Ça veut rien dire du tout. Alors que si on dit le bonheur, on sait ce que c'est. La bienveillance, c'est ça dont on a besoin. Et la bienveillance marche avec la bonne humeur. Si vous n'êtes pas de bonne humeur, vous ne pouvez pas être bienveillant. Ça n'existe pas, ça. Hein. Et la bienveillance se retrouve aussi dans un titre d'un de vos autres livres, voilà, Alzheimer, une école de bienveillance. Ne se vend pas du tout, tellement pas que l'éditeur a arrêté de le distribuer. Et que hier, j'ai vu une dame qui m'a dit « Oh, elle m'a apporté le livre que je dédicace. » Elle m'a dit « J'aime beaucoup ça. » Je dis « Oui, mais il est très bien, mais l'éditeur ne veut pas le distribuer. » Dans notre société, la bienveillance ne se vend pas. C'est ringard. Ne s'achète pas. C'est pas ringard, c'est juste que ça intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est tout ce qui est glauque, tout ce qui est sinistre. Regardez les informations. C'est toujours l'information la pire qui passe devant les autres. Et moi, j'étais victime de ça parce qu'un jour, quand j'ai créé une comédie musicale et dont j'avais besoin de la faire connaître. Cette comédie musicale sur le thème de Blanche-Neige qui va en Amérique. Donc la peau blanche avec les peaux rouges, vous voyez, c'était une histoire qui m'amusait beaucoup et qui est toujours très drôle. On peut le voir sur YouTube parce que sur YouTube, ça s'appelle Blanche-Neige, je ne sais plus comment. Bon, c'est un truc que j'ai fait ça. J'ai mis beaucoup de spectacles sur YouTube, ils sont en libre accès, toutes mes pièces classiques. Donc, tout mis... en tapant Colette Roumanoff, on trouve beaucoup de choses. Alors, juste pour résumer, c'est que le jour où on a créé Blanche-Neige, c'était à Saint-Rémy-Chevreul, il devait y avoir France 2 qui devait venir nous interviewer, ça aurait été un truc extraordinaire. Et bien, ce jour-là, Saddam Hussein est sorti de sa cachette. Et bien, c'était foutu. Donc, toutes les autres informations ont disparu. Parce que c'est toujours la pire qui a la priorité. Donc, quand les journalistes se réunissent, je suppose, en conférence de rédaction, ils regardent quelle est la pire information qu'on peut donner aux auditeurs. Et c'est celle-là qui arrive devant. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très attentifs, justement, sur l'ensemble de nos radios chrétiennes. C'est à montrer du positif, sans gommer le négatif, mais à montrer le positif. Et des témoignages comme le vôtre, Colette Roumanoff, qui invite donc à un autre regard sur la maladie, parce que c'est bien une maladie, sur Alzheimer. Voilà, sur une maladie, il faut la comprendre pour ça. Parce que souvent, on vous donne sur cette maladie des informations qui sont fausses et qui sont répandues et qui sont fausses et qui vous servent à rien sauf à vous désespérer. Voilà. D'abord, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer en plus. Hein. Elle a beaucoup de visages. Oui, mais quand même, on arrive toujours un peu sur les mêmes trucs. Il y a quand même des trucs de base. On arrive sur des problèmes de comportement, de compréhension qui sont quand même un peu les mêmes. Pas chez tout le monde, mais vraiment, il y a des trucs de base qu'il faut savoir. Il faut savoir, par exemple, qu'une question répétitive n'est pas une question. Bon, ben ça, personne ne va vous l'expliquer. Hein, c'est-à-dire la personne qui dit toujours à quelle heure on mange. Voilà. Elle se sent mal. Son cerveau bug. Pourquoi ? Parce que le cerveau de cette personne a perdu les repères extérieurs et les repères intérieurs. Donc elle peut avoir mal au ventre, un corps aux pieds, une rage de dents, n'importe quoi. Elle ne peut pas le dire. Son cerveau lui fournit pas l'info. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Son cerveau lui fournit pas l'info. Et il y a la place, il bug. Et ça fait une question répétitive. Donc répondre à la question répétitive, ça sert à rien. Parce que c'est pas une question. Donc si on ne sait pas ça, on va s'énerver à répondre à la question. Vous voyez ? On va tomber dans un état d'épuisement, de je sais pas trop quoi. Mais parce que c'est pas une question. Il y a un malaise chez cette personne qui est causé par on ne sait pas quoi, parce que justement on n'a pas l'info. On est obligé de deviner comme avec un enfant. Et ça veut dire, plutôt que de répondre à la question, il faut pas répondre. Il faut peut-être proposer d'autres choses en disant, est-ce que tu as soif ou est-ce que tu as poser sommeil ? des questions, déjà. Il faut éviter de poser des questions Parce aussi. que si vous voulez, souvent, les gens, ils arrivent. Ça les met dans l'angoisse. C'est une maladie qui est angoissante. Vous savez plus où vous êtes, vous savez plus. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui ont disparu et que votre cerveau vous fournit pas. Or, vous faites confiance aux informations que votre cerveau vous donne. Il est malade aussi.
Donc, ils font avec les informations que leur cerveau leur donne. Vous voyez? Et donc, ça peut faire des situations drôles, ça peut faire des situations marrantes qui ne sont pas graves, ou ça peut faire des situations graves. Si la personne se sent très mal parce que je sais pas quoi. Moi, je compare ça, vous avez un enfant de 4 ans qui se roule par terre et qui hurle. C'est pas lui qui va dire, papa, maman, j'ai une crise d'appendicite, il faut m'amener à l'hôpital. On lui arrête tes caprices, qu'est-ce que t'as là, à brailler comme un veau, nanana, retourne dans ta chambre, vous voyez. Et ben, c'est ce qui se passe avec les malades qui ont Alzheimer. Donc, on les comprend pas, et on les condamne, et on leur explique qu'ils sont bêtes, parce qu'ils font des choses qui sont idiotes. Du coup, ils sont déprimés. Du coup, ils tombent dans ou l'agressivité ou la passivité. Et les choses dramatiques arrivent à foison. Vous voyez? Tout ça parce qu'au départ, il y a une incompréhension basique. Parce qu'il y a l'ABC qu'il faut connaître. Donc, savoir qu'une question répétitive n'est pas une question. Savoir que quoi que ce soit que le malade exprime, c'est important pour lui. Il a du mal à s'exprimer. Donc, s'il s'exprime et qu'on ne l'écoute pas, plaf! Vous voyez? Après, on va dire, oh, il est agressif. La maladie rend agressif. Non, la maladie rend pas agressif. La maladie supprime les informations du cerveau. C'est pas pareil. Et donc après, l'entourage, ne comprenant rien à ce qui se passe, agresse le malade, sans le vouloir, sans le savoir. Par un regard. Oh, qu'est-ce qu'il est bête, celui-là, il comprend rien, je le reconnais pas. Je reconnais pas ma mère, je reconnais pas mon père. Après, on dit, ouais, il me reconnaît pas. Mais forcément, qui c'est qui a commencé? Est-ce que nous, on le reconnaît toujours? Oui. Et ça, c'est une question qu'une fois une journaliste m'a posée. Je trouvais ça génial. Elle me dit, est-ce que votre mari vous reconnaît? Et la réponse est venue. Tant que je le reconnais, il me reconnaît. Mais vraiment, vraiment? Vraiment. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qu'on m'avait chanté sur tous les tons, il m'a reconnu jusqu'à la fin. Et il savait mon prénom jusqu'à la fin. Vous voyez? Après, l'idée n'est pas non plus de culpabiliser non, nos la auditeurs, culpabilité, alors attendez, la culpabilité, d'abord, il faut s'en débarrasser une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça ne vous sert à rien qu'à vous démolir le moral et à démolir celui des autres. Et là, je dis une chose très importante. Un malade d'Alzheimer, il est sujet au stress. Donc, dès qu'on lui fait un reproche, visuel ou non dit, ou dit, ça va l'aggraver. Et je demande alors, quand je fais des conférences, je m'amuse, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de recevoir un reproche? J'ai jamais vu personne qui lève le doigt. Parce que personne n'a envie de recevoir un reproche, mais tout le monde se sent autorisé à faire des reproches à la terre entière. Exact. Il y a des grands mystères de la vie, là. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites un reproche à vous-même, vous allez vous démolir. Vous allez vous démolir. Et quand vous êtes démoli, vous n'êtes pas capable d'assurer dans des circonstances difficiles. Donc, quand il y a un malade d'Alzheimer, on est dans une situation délicate. Il faut faire attention à tout. Il faut avoir toutes ses ressources. Si vous faites des reproches, si vous avez des regrets, des remords, ou si vous trouvez que cette situation est horrible, c'est bon, vous n'êtes pas du tout en face des... Vous n'êtes pas du tout là. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, la bonne humeur, c'est communicatif. Et pour être de bonne humeur, il faut être en paix avec soi-même, en fait. Voilà, alors pour ça, comme je dis aux gens, il faut aller la chercher, la bonne humeur. Qu'est-ce qui vous rend de bonne humeur, vous? Ça, c'est particulièrement personnel. Qu'est-ce qui vous rend de bonne humeur, vous? Et si vous savez ce que c'est, déjà, il faut déjà le savoir. Il faut aller le chercher vous-même. C'est pas quelqu'un qui va venir, qui va dire « Oh là là, elle est gentille, cette dame, on va te la porter tous sur un plateau, ce qu'elle a envie de... » Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Il faut aller le chercher. Et moi, quand mon mari a eu Alzheimer, je me suis dit « Qu'est-ce qui me rendrait de bonne humeur ?» Parce qu'au départ, j'ai paniqué, puisqu'on vous fait paniquer. On vous dit des horreurs, on vous dit des choses fausses. Et avec on un vous tableau dit, de perspective il vous reconnaîtra horrible, pas, oui. il va vous agresser, il va vous, comme m'avait raconté une bénévole d'une association que je ne nommerai pas, mon mari il a essayé de m'étrangler la nuit, vous vous rendez compte? Donc, alors qu'est-ce qu'elle lui a fait avant, la nana? Ça, elle ne dit pas. Bon, mais elle le sait pas non plus peut-être. Voilà, elle le sait pas parce qu'en fait, on ne sait pas quand on agresse des gens qui ont Alzheimer, parce que un regard, moi je l'ai vu, un regard. Ah là là, qui a un regard qui dit quel pauvre type, dans quel état il est, lui qui était si brillant. Hein. Ça, c'est une agression de première grandeur, voyez. Parce que c'est des personnes très 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 sensibles, donc qui peuvent vous apprendre à développer votre sensibilité, qui peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur la vie. Voilà. Alors après, je dis ça je dis hier, quand on a la chance, j'ai dit ça à l'émission de Frédéric Lopez, quand on a la chance de vivre avec quelqu'un qui a Alzheimer.
Il me dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous dites là? Mais je le dis. Je le dis. Cette maladie, ça peut être un cadeau, si on sait la prendre. C'est comme tout. Si on sait la prendre, si on ne sait pas la prendre, clac. Donc moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, eh bien, toutes ces pièces, d'abord, j'ai envie de monter des pièces encore. Je ne savais pas si je pourrais continuer à gérer la compagnie, parce que gérer une compagnie de théâtre, je vous garantis que franchement, c'est extrêmement difficile. Hein. Alors là. Pire que d'accompagner quelqu'un qui a Alzheimer. C'est très difficile. Donc on apprend à se frotter à des difficultés très très grandes. Voilà. Bon. Alors je me suis dit, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben j'avais envie de monter encore 3 pièces. J'ai monté Le Chaperon Rouge que j'ai écrit moi-même, une version à moi. J'ai monté le Cid et j'ai monté Hamlet. Donc j'ai fait la traduction. Vous voyez, j'ai fait tout ça et à ce moment-là, j'étais très contente parce que j'avais l'impression d'avoir, ça y est, j'ai 15 pièces classiques que j'ai toutes montées, travaillées, jouées. Voilà. Donc là, je suis contente. Et toutes ces pièces, je les ai filmées parce que je ne savais pas si on pourrait continuer à les jouer. Et j'ai bien fait de les filmer. Hein. Il y en a qu'on ne joue plus depuis des années. Hein. Je les ai filmées. Elles sont toutes sur YouTube. Tapez Colette Romanoff, Hamlet. Vous voyez Hamlet, ma version. Voilà, vous voyez ça. C'est en libre accès, voilà. Donc, ayant fait ça, je suis très contente. À l'origine, on cherchait ce qui vous mettait de bonne humeur, hein, ou en fait, non, votre si, à l'origine, mais oui, ça fait longtemps que je cherchais. J'explique aux gens, vous devez faire des choses qui vous plaisent. Si vous faites des choses qui vous plaisent pas, forcément, vous faites la gueule, et vous faites la gueule à vous-même et aux autres. À quoi bon? À quoi bon, s'il vous plaît? Après, c'est compliqué aussi de dire ne faites pas des choses qui ne vous plaisent pas, parce qu'il y a parfois des situations qui relèvent un peu du devoir, même si ce terme est lui aussi très ringard. Et je vous vois, non, vous faites non de la tête. Hein. Non, je fais non de la tête parce que c'est important de ne pas dépasser. Des choses qui peuvent faire du bien aux autres. Non. Vous pouvez pas faire du bien aux autres si vous êtes malheureux. Alors, les gens, ils vous disent, je me sacrifie pour ma mère. Alors, moi, je fais des ateliers pour les aidants et les soignants depuis 2014. Donc, j'ai quand même 10 ans d'expérience et j'ai entendu des histoires de toutes sortes sur Alzheimer. Je peux parler pendant des heures. C'est pas... Hein, moi, quand très frustrant, parce qu'on n'a pas de temps de ça. Non, mais c'est pour ça que j'écris des livres. Oui. J'en ai écrit 4, 5. Ouais. L'homme aussi qui tartinait une éponge. J'aime beaucoup l'intitulé. Mais oui, parce que c'est une histoire vraie. D'un homme qui se lève la nuit parce qu'il a faim, il cherche à manger. Comme il ne sait pas déjà, il trouve la cuisine. Il aurait très bien pu atterrir ailleurs. Il trouve la cuisine, il voit un truc qui ressemble à une tranche de pain, une éponge ronde. Donc il la prend. Et puis il la tartine avec du beurre et de la confiture. Là-dessus, sa femme, elle arrive, elle pousse des hurlements. Mais simplement, cet homme a faim. Donc il faut lui prendre gentiment l'éponge. On dit, s'il te plaît, donne-la-moi. Et voilà, je sais pas, une banane, un morceau de pain, je sais pas quoi, un truc qui se mange, quoi. Bon, et après, on se demande pourquoi il se lève la nuit pour manger. Pourquoi il n'a pas mangé quand c'était l'heure de manger? Est-ce que c'est des choses qui ne lui plaisaient pas qu'on lui a donné à manger, donc il ne les a pas mangées? Il y a toutes ces choses auxquelles il faut réfléchir. Et pour ça, il faut être en paix et tranquille. Sinon, vous ne pouvez pas réfléchir. Quand on a dépassé ses limites, il faut faire demi-tour tout de suite. Si la situation est insupportable, il faut sortir de la pièce tout de suite. Pas au bout d'un quart d'heure quand on n'en peut plus. Tout de suite. Réfléchir, respirer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux le faire ou ne pas le faire? Donc là, récemment, j'ai fait un atelier. Je fais des ateliers pour audience, par exemple. J'ai fait un atelier pour les aidants. Un atelier. Oui. Je fais des ateliers pour les aidants qui font 2 après-midi de 3 heures. Et les gens, ça leur change la vie par rapport à cette maladie. Voilà. Bon. Parce que j'applique toutes ces choses et j'explique aux gens qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ma mère, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Alors, vous avez dépassé vos limites. Et d'un seul coup, la dame respire et sourit. Mais oui, la prochaine fois que j'irai voir ma mère, je resterai que 2 heures. Eh bien, très bien. Pendant 2 heures, vous allez lui faire du bien. Si vous restez 4 heures ou 5 heures, tout le monde à la fin est malade. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du bien à quelqu'un si on se sent mal. Peut-être il faut avoir cette audace de pouvoir le dire. Non, mais de pouvoir le sentir. Et le sentir. Vous, ce que vous supportez pas, pourquoi quelqu'un d'autre va le supporter déjà? Répondre à une question répétitive 10 fois de suite, mais personne ne peut faire ça. Vous avez ça dans les associations de patients. Vous dites, il faut répondre chaleureux, je sais pas quoi, à des questions répétitives 30 fois de suite. Mais qui sur Terre est capable de faire ça sans s'énerver? Qui? Moi, je dis personne. Donc, c'est un conseil stupide qui envoie les gens dans le mur.
Une fois qu'ils sont dans le mur, ils se tapent la tête et puis ils sont malheureux. Et puis tout le monde est dans le mur, effectivement. Et tout le monde est dans le la mur. Personne qui a et posé ça la sert à question rien. aussi, En puisque plus, c'était pas une vraie question. C'est pas une vraie question. Mm. Donc ça, c'est quand même un savoir de qu'est-ce que c'est cette maladie, comment elle fonctionne. J'ai mis du temps à comprendre. Et- Mais je raconte dans Le Bonheur plus fort que l'oubli comment j'ai compris d'un seul coup ça. Jamais personne ne m'a donné aucun conseil intelligent. Jamais. Mais comment, Colette Romanoff, est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire que Alzheimer est une chance ? Parce que entre accepter et accompagner, c'est une chose, mais se dire que c'est une chance. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, ça a été une chance. Parce que moi, du coup, avant, je savais déjà ces choses sur la bonne humeur et tout, mais j'étais pas tout le temps de bonne humeur. Je me laissais contrarier par des trucs. J'étais souvent fatiguée. Au départ, j'ai paniqué quand même pendant 1 an et demi avant de commencer à comprendre, de voir comment ils confondent une porte et une autre porte. C'est une révélation. Ils confondent parce que les portes, ils confondent. En fait, on parle de la mémoire, mais c'est pas la mémoire dont il est question, c'est les repères. On confond 2 choses qui se ressemblent. Une porte et une autre porte. Si on comprend ça déjà, mais ça vous libère un nombre de problèmes considérables. La porte des toilettes et la porte d'un placard sont confondues parce qu'elles ne sont pas vues comme différentes. Donc, il faut faire tout de suite quelque chose. Il faut mettre des clés au placard. Hein, et laisser la porte des toilettes ouverte. Sinon, il y a des catastrophes toutes les 3 minutes. Hein. Donc, il faut comprendre comment ça marche. Mais si on ne comprend pas, on dit à la personne « Comment ? Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et puis, tout le monde hurle. Et le résultat des cours, c'est que je vous dis, où la personne devient agressive, ou elle devient comme ça, elle bouge plus. Prostrée. Parce qu'elle va se faire engueuler dès qu'elle touche quelque chose. Et c'est pas ce qu'elle a le droit de toucher. Et en fait, oui, la façon de changer notre regard et d'arriver avec sa bonne humeur, c'est aussi une façon de protéger celui que l'on aime et de nous protéger nous-mêmes. Si vous voulez, c'est la bonne relation. façon. Sinon, il n'y a pas de relation vraie. Vous voyez, il n'y a qu'une relation qui est pénible pour tout le monde. Si c'est pénible pour tout le monde, je veux dire, voilà. Insupportable, invivable. À ce moment-là, il ne faut pas dépasser ses limites. Il faut la personne, il faut la mettre dans un... Il y a des gens qui revivent en EHPAD. Ça, aucun journaliste va vous raconter ça. Hein. Vous dites, les EHPAD, c'est l'horreur du monde. Oh là là. Il y a des gens qui revivent en EHPAD parce qu'ils sont maltraités chez eux. Ils ne sont pas maltraités volontairement. On ne leur tape pas dessus. Mais on ne les comprend pas, on les rejette. Et moi, j'ai des exemples, mais absolument inouïs, de maltraitance à domicile. Plein. Il y a des gens qui sont fiers. Moi, ma mère, je l'enfermais toute la journée, ce qui me permettait d'aller travailler. Bon, et après, quand elle arrive le soir, les chaussures sont dans le frigidaire ou je sais pas quoi. Mais ça n'a pas de sens. À un moment donné, la personne, pendant assez longtemps, ça dépend. Le début, la personne arrive à gérer un certain nombre de choses. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'elle arrive à gérer. Par exemple, mon mari m'a fait les courses pendant plusieurs années, tout seul, parce qu'il arrivait à gérer les courses. Mais il ne se repérait pas comme nous, on se repère avec le nom de la rue. Il se repérait à la tête du marchand ou de la marchande qu'il connaissait. Je ne sais pas comment le cerveau il fonctionne, mais il fonctionne autrement que nous. Le cerveau, il a d'autres capacités que nous, on n'a pas. Par exemple, je raconte ça dans Le Bonheur plus fort que l'oubli et dans la pièce de théâtre qui s'appelle La Confusionniste, que j'aimerais bien revenir et la jouer ici. Ça serait une bonne idée. Voilà. On la joue depuis 10 ans, cette pièce. Et les gens, ça les fait changer de regard. C'est vraiment ça, quoi. En 1h15, quoi. Quand même, ça vaut la peine. Hein. Il y a un jardin en Provence où il y a beaucoup de pierres, beaucoup de murs en pierre. Il y a une pierre grande comme ça, qui se trouve sur un mur, qui n'y était pas hier. Et d'un seul coup, mon mari regarde ça et dit « Qui a mis cette pierre ici ?» Parce que d'un seul coup, l'image qu'il a, la photographie qu'il a du jardin est cassée. Et donc, angoisse. Et si on lui dit « Mais t'es bête, c'est une pierre, il y en a 40 autour, on s'en fout. » C'est un peu le jeu des 7 différences sur une photo, qui peut être un jeu, ou une bien différence. Qui peut être... Une là, différence. C'est une différence ça casse. Qui déstabilise tout. Il y a un pullover sur le dos d'un fauteuil. Qui a mis ce pullover? Mais avec une angoisse. Attends, je vais l'enlever. Parce que ça casse la photo. Mais si on ne sait pas que c'est ça. On dit, c'est machin qui l'a mis et voilà, très bien. Passe ton chemin, continue. Voilà. Et l'autre, il ne peut pas. Vous voyez? Donc, ou alors, par exemple, moi, j'ai fait une expérience aussi avec la mousse à raser. Il y avait une marque qu'il avait l'habitude. Et cette marque est en pharmacie. Et moi, j'avais la flemme d'aller à la pharmacie. J'achète une autre marque. Et puis, je me dis, bon, je vais ruser, je vais mettre le nom, avec un feutre, je mets le nom sur le... Vous avez essayé de tromper. Eh bien, ça n'a pas marché du tout. Pas du tout.
Alors, il vient m'embrasser, je lui dis, mais tu sens le dentifrice? Et en fait, il avait mis le dentifrice à la place de la mousse à raser. Il pouvait pas la reconnaître parce que c'était pas la même. J'ai découvert jusqu'où ça va, quoi. Et c'est la difficulté, c'est que chacun découvre pas à pas. Alors, il y a quelques tableaux très très noirs qu'on nous dresse, et puis on découvre Oui, pas à mais pas et on se débrouille. les tableaux très très noirs, ça n'a pas de sens. Ça ne fait que vous faire paniquer. Et ça vous rend C'est incapable, contre-productif. incapable de gérer le problème. Donc vous avez des tas de gens qui sont dans des impasses, se prennent la tête dans les murs et qui disent cette maladie est une maladie horrible. La maladie, elle est pas horrible, mais personne ne vous l'explique. Et il y a même, dans le corps médical, je vais pas là, le médecin qui dit à sa femme, Madame, vous n'avez plus de mari, devant le mari, parce que le mari, une fois qu'il a Alzheimer, on considère que c'est fini. Ça fait froid dans le dos. La panique qu'elle a, la pauvre dame. Comment ça qu'elle n'a plus de mari? Ou alors, on vous dit, il faut faire le deuil blanc. C'est comme s'il était mort. En fait, il a l'air vivant, mais pas du tout, il est mort. Et c'est enseigné aujourd'hui encore dans les écoles d'infirmières, alors que c'est juste de l'ignorance crasse. Voilà. Merci beaucoup Colette Roumanoff d'avoir répondu donc à cette invitation des conférences du bien vieillir et d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Fidélité. Merci infiniment. On aurait pu, vous disiez, vous pouviez en parler pendant des heures et des heures, et c'est vrai qu'on aurait pu vous écouter pendant très très longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes hyper présente sur les réseaux, enfin sur la chaîne YouTube notamment, et on retrouve beaucoup de choses. Et puis il y a des livres, des vrais livres aussi. Et j'ai un blog, un blog qui s'appelle bienvivre avec alzheimer.com. Il y a dedans énormément d'articles. J'explique comment trouver les toilettes, comment réussir la toilette. C'est l'article le plus lu, les secrets d'une toilette réussie. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont expliquées. J'explique. J'ai aussi des petites vidéos sur Instagram qui durent 1 minute 30. Notamment, il y en a une qui s'appelle Les questions répétitives ne sont pas une question. J'explique tout ce que je vous dis là, et plus tout ce que j'ai pas dit. Oui. Voilà. Donc, c'est expliqué. Et j'ai des livres, notamment un livre qui coûte pas cher, 3 €, comment accompagner les personnes qu'on aime et les autres. Et les autres, c'est important. On devrait donner ça aux gens à qui on donne un diagnostic. Ça éviterait tellement de catastrophes. Et c'est vrai que c'est important, on redit à nos auditeurs, parfois ils sont un petit peu la tête dans le guidon parce que effectivement, voilà, mais c'est important déjà qu'ils prennent soin d'eux et peut-être qu'ils prennent le temps de redécouvrir certaines choses grâce à vos ouvrages, de se poser un petit peu et de repartir peut-être sur des bonnes bases. Sur d'autres bases. Voilà. Merci infiniment Colette Roumanoff. Merci pour ce message positif et de tenter une amorce pour qu'on arrive à imaginer que d'avoir un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est une chance. Donc merci beaucoup pour ce message d'espérance.